Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review de Dragon Ball Daima. Aujourd'hui, épisode 15, le dernier épisode qui me restait à rattraper. Donc maintenant, ça y est, je suis à jour. Et franchement, c'est un épisode qui m'a mis le sourire, pour deux raisons très différentes. D'un côté, parce qu'il y a des moments que j'ai trouvé très touchants, et en même temps, parce qu'il y a, il y a un côté très ridicule à cet épisode, que j'ai pas trop compris ce qu'ils essayaient de faire en fait. Mais bon. Donc, on reprend comme à la fin de l'épisode 14 avec donc Goku et compagnie qui se lancent plus ou moins à l'assaut du château de Goma, si on peut dire. Donc ils ont une première partie où ils se sont fait attaquer dès qu'ils sont arrivés. Et en gros, ce côté ridicule arrive très vite en fait parce que on a vraiment du mal à croire que Goku et ses compagnons puissent vraiment avoir du mal contre les membres de la gendarmerie. Parce que jusqu'ici, ils leur ont jamais vraiment trop posé de problème. Alors, pour rendre à César ce qui est à César, ils sont quand même très nombreux dans cet épisode-là, les membres de la gendarmerie. Donc il y a ce côté un petit peu, tu te fais, comment dire, tu te fais Hum, hum, hum. Bon, en gros, ils ont du mal à gérer au niveau du nombre, mais ça reste Goku, Vegeta et Piccolo. Alors même si on compte pas, même si on compte pas Piccolo, même si on compte pas Piccolo, allez, t'as Goku et Vegeta qui peuvent aller jusqu'au Super Saiyan 3. Tu veux vraiment me faire croire qu'ils vont galérer à ce point-là contre des, bah oui, des randoms un peu, je suis désolée. Alors après, leurs armes ont l'air d'être quand même super puissantes parce que un coup a réussi à quand même bien assommer Goku. Donc, à la rigueur. Mais voilà, c'est vrai que t'as un petit peu du mal à y croire quand t'as suivi Dragon Ball, quoi. Mais donc voilà, donc ils vont essayer de trouver des techniques pour essayer de les contourner, pour essayer de les abattre un par un, machin, machin. Voilà, ça va durer. Globalement, c'est à peu près tout ce qui se passe dans cet épisode-là, que ce soit avant ou après qu'ils atteignent le château de Goma. Donc voilà, on est purement sur de l'infiltration sans le côté discrétion, on va dire. On est vraiment sur une attaque frontale. Et donc voilà, l'épisode est vraiment concentré sur cette attaque-là. Et il y a des petits moments que j'ai trouvé assez touchants, c'est-à-dire, bon, Vegeta qui est toujours là pour protéger Bulma, je trouve ça tout choupi. On a Vegeta j'allais dire Namek. On a Vegeta et Piccolo qui combattent dos à dos. Euh, Il y a des petits moments comme ça qui passent super vite, tu fais pas forcément attention, mais c'est sympa. Un gros point fort de cet épisode également, c'est au niveau du visuel. Bon, il y a un petit peu de CG, notamment on a un plan d'une espèce de base avancée qui est en CG, pas trop compris pourquoi, et on a des espèces de tanks qui sont un peu en CG. Bon, c'est un peu plus galère à animer, donc à la rigueur, ça me dérange pas trop, mais voilà, quand tout est en full 2D, en fait, ça saute un peu plus aux yeux. Mais ouais, l'ambiance visuelle du troisième monde fait énormément à l'intérêt de cet épisode-là, puisqu'on est vraiment. Autant on était plus sur du rose-jaune dans le troisième monde des démons, on était plus sur du vert-bleu dans le deuxième monde. Là, on est vraiment sur du rouge-orange-jaune. Il y a vraiment cette ambiance rougeoyante, un peu comme au niveau des enfers en fait. Donc, ouais, on est dans le monde des démons. Là, tu sens potentiellement un peu plus ce côté démoniaque, quoi. Et ouais, je trouve que c'est des environnements qu'on n'a pas souvent vus dans Dragon Ball pour le coup. Donc c'est toujours sympathique avec ce côté très. Ils ont l'air de se battre un petit peu au milieu de la ville en fait. Bon, en épargnant visiblement en arrivant à épargner les bâtiments. Mais voilà, on a même un petit garçon qui voit Goku et qui se dit tiens, qui c'est celui-là, machin et tout. Donc voilà, Goma qui panique un petit peu dans son château quand même. À la fin de l'épisode, ils se disent bon bah ils ont réussi à se débarrasser de nos soldats, mais il nous reste le commandant Guignou 2.0, hein, il nous reste le commando spécial de la gendarmerie. Bon courage les gars, bon courage les gars. De son côté, il y a Arinsu qui reste dans son espèce de petit bureau, de petite pièce. Kizia, tout se déroule selon mon plan, c'est-à-dire que les Dragon Ball sont venus à elle basiquement. Et un autre petit truc que j'ai trouvé touchant, c'est Doueku.
Du coup, puisqu'il y a Ku qui dort sur les genoux qui a sa tête posée sur les genoux de Do, et Do qui en retour a sa main posée sur son dos. Ils sont, ils sont vraiment juste adorables tous les deux. J'adore. Voilà, voilà, donc du combat. Et en fait, c'est sur la fin de l'épisode que Goku finit par se transformer en Super Saiyan et j'étais là. Ah bah oui, il serait peut-être temps quand même. Parce que comment tu peux me faire croire qu'en Super Saiyan ils sont pas méga puissants en fait de base? Enfin bon. Après, ça a un côté très agréable de voir Goku se battre principalement avec Nyoibo et se concentrer beaucoup plus sur le côté arts martiaux de Dragon Ball. Franchement, pour le coup, c'est toujours sympathique de pas abuser des transformations. C'est toujours appréciable, je dis pas. Mais voilà, disons que ça participe un petit peu au ridicule de la scène de se dire les gars, sérieux, bougez-vous un peu. Donc voilà. Il y a d'ailleurs un moment très sympathique également où alors que Vegeta, Goku et Piccolo vont se faire avoir par une espèce de canon qui balance encore des trucs électriques et tout, ils se sont déjà fait avoir une fois et là ils vont se le prendre de plein fouet. Et là il y a des bombes qui tombent du ciel et qui arrêtent les engins et on se rend compte en fait que c'est le père de Pandy avec le reste de ses troupes et ça a été préparé, ça sort pas out of nowhere, parce qu'on nous avait dit hein, dans un épisode un peu plus tôt que bah, son père était en train de voler des vaisseaux ou des ressources pour aller lui-même dans le premier monde des démons. Comme le tunnel a été détruit, enfin les boucliers entourant les tunnels ont été détruits, maintenant ils peuvent y repasser sans problème. Et du coup, donc t'as ce petit moment épique où ils arrivent pour sauver la mine. Bon, ils se prennent un coup de canon juste derrière. Et tu te dis, ah mince, est-ce qu'ils vont bien et tout? Et en fait, non, ils sortent de la poussière, tout va bien et tout. Et du coup, ils aident pour le combat. Voilà, c'était sympathique, le petit moment héroïque, voilà, bien sympathique. Voilà, voilà. Il reste une dernière partie du coup à aborder. Vous vous souvenez, dans un épisode précédent, j'avais mentionné la ceinture qu'a Ibis sur lui, avec un œil dessus. Alors, je sais plus du tout, j'ai pas réécouté ma review, mais je m'étais posé la question de si cet œil allait devenir important, si c'était un truc, parce qu'il le mentionnait. Donc, c'est que c'était un truc un minimum important a priori. Bah, en fait, oui. Je sais pas si vous souvenez, au tout début de la série, il y avait Goma qui était à la recherche d'un œil. Voilà, sans nous préciser, sans avoir forcément plus de détails. Bah en fait, c'est l'œil qui est sur cette ceinture. Voilà, donc comme quoi, tout lui vient, lui aussi, tout lui vient sur lui, quoi. Et donc en fait, alors on a un petit truc vachement bizarre j'ai trouvé. On a un truc flashback où t'as le narrateur qui dit bon, faudrait peut-être vous donner une petite explication de qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et donc en fait, donc l'œil du malin, le troisième œil, l'oculus Drifter, je crois, un truc comme ça. Bah, en gros, donc c'est un artefact magique que les rois démons portaient au niveau du front et qui leur permettait d'avoir une puissance et une magie supplémentaire qui faisait que bah, ils étaient les rois démons et tu n'osais pas forcément les attaquer, quoi. Sauf que durant le règne du précédent roi, donc le roi Abuna, bah, en fait, il a été volé et perdu. On ne savait pas trop ce qui s'était passé et on découvre dans cet épisode-là que bah, en fait, c'est Dabra, donc le Dabra de la saga Boo, qui en fait a fait en sorte qu'un de ses hommes puisse le voler en distrayant les gardes. Bon, malheureusement, ce sous-fifre s'est fait visiblement avoir dans le troisième monde des démons et il s'est retrouvé perdu là-bas et c'est comme ça qu'Ibis a mis la main dessus. Mais en gros, voilà, Dabra a participé, c'est ça qui lui a permis de prendre le trône, d'usurper le trône, comme ils disent dans la traduction, puisque donc on apprend effectivement que Dabra c'était bien le fils de Abuna. Bon, au niveau physique, effectivement, il y avait quelque chose. Et on nous précise simplement que Goma c'était le vice-roi de Dabra. Mais sans nous dire s'il y a un lien de parenté, fratrie, filiation, rien du tout. Donc voilà, ça, on ne sait pas plus. Et du coup, donc, Goma demande à Degetsu de trouver un moyen de récupérer cette ceinture. Et on ne sait pas forcément si c'est lié, même si je pense que oui. Il y a une femme qui vient voir Ibis, qui essaye un petit peu de le charmer et qui lui dit écoute, si tu me donnes ta ceinture, je te fais un bisou. Il lui dit non, mais ça, j'en ai pas envie, je m'en fous. Par contre, si tu me donnes ton chapeau, je te la donne. Et donc, l'échange se fait comme ça. Et donc, cette femme-là, dont on sait pas exactement qui elle est, mais probablement qu'elle travaille pour Degetsu, probablement. Ou alors pour Arinsun, voilà.
On sait pas trop exactement ce qu'elle vient faire là. Mais du coup, elle récupère la ceinture et donc voilà, ils ont perdu un autre atout. Donc voilà, voilà. Alors est-ce que le combat final va être contre un Goma qui va avoir mis le troisième œil du malin du coup et qui va avoir une transformation, un truc, quelque chose? Pourquoi pas? Ce serait pas déconnant. Plus ça va en fait, moins je pense que Do et Ku vont être les antagonistes finaux. Harinsu, elle a pas l'air d'être non plus une combattante, tout comme Degetsu. Donc que ce soit Goma l'antagoniste final avec les pouvoirs du troisième œil, ça me paraîtrait pas déconnant. Et encore une fois, si les leaks que j'ai vu passer, comme quoi il y aurait qu'une vingtaine d'épisodes, sont vrais, ce serait pas déconnant puisqu'on est épisode 15, il nous reste le commando spécial à se farcir. J'ai quand même 2-3 doutes sur le fait qu'ils vont galérer, très sincèrement. Et voilà, 20 épisodes, 20 ou une petite vingtaine d'épisodes, pour moi ça suffit. Et franchement, si Dragon Ball décide de nous présenter des petites séries comme ça, assez courtes, mais peut-être plus régulièrement, moi en vrai je suis pas contre, hein. Ça peut être un truc très intéressant, ça peut permettre d'avoir du Dragon Ball un peu plus souvent. Maintenant, il faut que le scénario derrière tienne un petit peu la route, quoi. Pas juste du fanservice de base. Ce serait mieux. Mais ouais, ça peut être une nouvelle formule qui serait plutôt bonne à prendre. Maintenant, la Toei, il faut juste qu'ils arrêtent de faire en sorte que One Piece continue sans s'arrêter. Passer One Piece en saisonnier, ce sera parfait. Voilà, voilà. Donc écoutez, non, franchement, un très très bon épisode. J'ai hâte d'en voir plus pour le coup. Et heureuse d'avoir enfin rattrapé mon retard sur Dragon Ball Daima. J'avais quasiment 10 épisodes de retard, un truc comme ça. J'ai j'ai fait un tir groupé là sur les derniers jours. Donc voilà, sur ce, bah nous on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de l'épisode 16. Et puis bah en attendant les gens, portez-vous bien. Allez, bye.